Bonjour à tous. On est en live, donc c'est bon, on vient de démarrer notre conférence. Donc, d'étude à étude de voir Gabriel dans ses webconférences du vendredi. Aujourd'hui, je le remplace. Gabriel a eu le nez creux de prendre quelques jours de congé juste avant que tout reconfine euh, et que les écoles s'arrêtent. Donc, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre Léchelle, bon, je vais le laisser se présenter, tiens. Pierre, je te propose que tu te présentes et je me présenterai après. Ouais, bah merci Christophe. Donc déjà pour l'invitation. Moi je m'appelle Pierre. Aujourd'hui je suis growth marketer chez Open Classrooms, donc une société dans l'EdTech qui a un peu plus de 20 ans. Et plus particulièrement, je me positionne sur le B2B. Le B2B pour moi c'est un peu l'histoire de ma vie, on va dire, parce que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais du B2B SaaS. Principalement quand même dans le marketing. Donc moi mon rôle c'est quand même de générer de la croissance. J'ai commencé en étant consultant indépendant, donc où j'ai coaché un peu plus de 150 boîtes sur la problématique de croissance. Euh, j'ai fait ensuite un peu de conseil pour une boîte qui faisait du lead scoring à San Francisco, pardon, qui s'appelait Mad Kudu, où là j'aidais des boîtes comme Segment, Amplitude, InVision, Front, Algolia sur la mise en place du scoring et pour les aider à mieux aligner leurs équipes sales et commerciales. Le sales, c'est marketing. Et voilà, donc du coup, pour la petite intro. Super, merci. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Donc, Christophe Cuner, donc je suis consultant chez 1 minute 30 depuis presque 1 an et demi maintenant, et avec un parcours très B2B aussi, puisque j'ai travaillé principalement chez des éditeurs de logiciels, dans un premier temps en marketing produit, où j'avais la chance et la joie de penser les logiciels de demain en adéquation avec ce que voulaient les utilisateurs. Et après, j'ai enchaîné sur des postes de direction marketing où là aussi, j'ai découvert l'inbound, j'ai découvert l'outbound aussi. Comment réussir à générer du lead, comment à partir de ces leads-là les qualifier correctement, comment bien travailler avec le commerce pour que derrière l'acquisition se fasse bien. Donc du coup, le thème du jour, c'est vraiment de se poser la question de comment l'outbound ou comment même les forces commerciales peuvent devenir un vrai canal marketing pour toute société B2B, on va dire. On est sur des formats très interactifs, zéro slide. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller, quoi. À y aller. Remarques, questions, etc. Nous, on sera un plaisir d'y répondre. Du coup, pour commencer, moi, j'aime bien cette question provocante, cette question provocante. Donc, je vais la poser à Pierre, savoir déjà ce qu'il nous en dit. Pour toi, Pierre, est-ce que le commerce c'est un canal marketing? Bah, pour moi, c'est un peu, je pense que quand on se pose cette question-là, ce qui est vraiment important, je pense que c'est de se poser la question du marketing au sein des organisations. En fait, c'est jusqu'où est-ce que doit aller le marketing. Et pour moi, le marketing et de la manière dont on l'a construit aujourd'hui chez Open Classrooms, c'est que le marketing va vraiment jusqu'à l'ouverture des opportunités. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'à la qualification du lead. On va peut-être pas jusqu'aux ventes, notamment puisque chez nous, on a quand même la question du budget qui peut être assez compliqué à obtenir. On travaille qu'avec des grands comptes. Donc, le budget, on vend des produits très complexes. Donc, on a rarement, en fait, une idée du budget dès le premier rendez-vous. En fait, on emmène, donc, du coup, nous, une équipe de SDR, BDR jusqu'au premier rendez-vous. Et ça, pour nous, c'est l'output qu'on a et c'est ce qu'on mesure aujourd'hui chaque mois. Donc, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous qui ont été pris, le nombre d'opportunités qui ont été ouvertes et surtout d'une manière plus importante, le pipeline qui a été ouvert. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir en fait contribuer à ce pipeline ouvert et que le marketing ne soit pas uniquement générateur de leads. J'ai vu beaucoup d'organisations dans lesquelles le marketing génère des leads,
et où en fait, ce qui se passe, c'est que les sales veulent pas les traiter. Et en fait, on est souvent dans des discussions qui sont pas très intéressantes et qui sont même peut-être un peu dénuées de sens dans ces cas-là, parce que les sales disent non, mais vos leads, c'est de la merde, je veux pas les traiter, vous me faites perdre mon temps. Et le marketing dit oui, mais c'est le cœur de notre stratégie. Et donc à ce moment-là, on a souvent des problèmes. Donc du coup, le marketing veut mettre en place un lead scoring, les sales le trustent pas, et en fait, c'est toujours des discussions qui sont vraiment, en fait, pratiquement inutiles. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours poussé les organisations avec lesquelles je bosse pour aller vraiment le plus loin possible dans la qualification. Et je parle vraiment de qualification. Notre rôle au marketing, ce n'est pas de vendre, c'est vraiment d'ouvrir ces opportunités-là. Et ensuite, le rôle du marketing, c'est de contribuer à un pourcentage du pipeline qui va être ouvert dans l'organisation. Donc, si on a besoin de 1 million de pipes par mois, le marketing contribue quoi? 25, 50, 80%. Et ce taux-là, qu'on appelle chez nous le marketing contribution, et dépend tout simplement des ressources qu'on va réussir à investir au marketing. Ouais. Donc, pour moi, la réponse est un peu sans appel, quoi. C'est la place qu'on va vouloir donner au marketing et c'est jusqu'où est-ce qu'on va vouloir emmener le marketing qui est vraiment déterminant pour. Chaque boîte place le curseur un peu différemment. Et c'est rigolo parce que la réponse à la question du est-ce que le commerce est un canal marketing, la réponse, ça dépend de la place qu'on donne au marketing. J'adore. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait partie du truc? Ben, ça dépend de la place qu'on lui laisse. Et je trouve que c'est super symptomatique, quoi. C'est d'une boîte à l'autre. C'est quelle place on laisse au marketing. C'est pas quelle place prend le marketing, c'est quelle place on lui laisse. Je sais pas si ça te parle, cette notion de laisser la place. C'est ce que tu as vécu. Bah, chez nous, moi, je me souviens arriver chez Open Classrooms. Donc voilà, le B2B était vraiment récent. Donc on avait une équipe de 5 ou 6 commerciaux, donc des AE, qui eux passaient en fait des après-midi. Donc des AE qui étaient très seniors, qui n'avaient pas du tout l'habitude de faire de la prospection, qui passaient des après-midi dans leur petite box de 1 mètre carré à décrocher leur téléphone personnel parce qu'ils n'avaient même pas d'outils. Et en fait, tous les mois, à la fin du mois, on disait ah, le pipe, c'est compliqué, et ainsi de suite. En fait, nous, en tant que marketeur, moi, la solution, elle était évidente, quoi. Fallait ouvrir une équipe qui pouvait faire de la prospection pour les aider dans ces actions de prospection-là. Et donc, en fait, nous, c'est une place qu'on a pris, qu'on a encouragé, qu'on a été chercher. Je sais qu'il y a beaucoup en fait, en général, ce que je trouve quand on dit qu'on laisse, c'est qu'en fait, on a souvent un marketing leader qui est un peu qui attend, en fait, qui attend que les sales prennent une certaine place. Et puis, en fait, le marketing leader va venir prendre le reste de la place. Et en fait, je pense que il faut éviter de se mettre dans cette position-là, parce qu'à ce moment-là, en fait, les sales, il faut se dire que c'est des machines, quoi. Donc, ils vont prendre des AE, ils vont prendre les forces de prospection, et puis ni une ni deux, c'est eux qui font les webinars et c'est eux qui écrivent le content, quoi. Donc, si eux, ils ont besoin de choses, ils vont œuvrer pour y arriver. Et donc, à mon avis, il faut quand même avoir une certaine dynamique de vouloir prendre de la place, de vouloir faire des choses et d'essayer de driver le business. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que je parle d'une croyance que j'ai quand même, mais qui à mon avis est assez réelle. Quand on est commercial, on a toujours le demain en tête, quoi. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est la fin du mois, c'est le dernier jour du quarter, c'est maintenant. En fait, le marketing ne peut pas se positionner comme ça. Le marketing, on a besoin d'avoir une certaine vision et on a besoin d'avoir une vision sur le long terme. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est important d'avoir une balance des pouvoirs qui est importante entre les deux. Si les commerciaux, aux 15 prochaines années, je parle à la fin du quarter, à la fin du prochain quarter, au semestre, à l'année. Et c'est là où je pense c'est important d'avoir une bonne balance, en fait, entre ces deux équipes. Ouais, j'adore ce que tu dis. On s'est pas concerté avant sur ce sujet de la temporalité, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup mettre en avant en disant que j'ai toujours ces trois temps de la vente du marketing. Il y a le temps court qui est chez le commerce, le moyen long qui est vers le marketing opérationnel. On raisonne à 3 mois, 6 mois, et le temps plus long qui est vers le marketing produit. Je viens du marketing produit, je le rajoute toujours. C'est ma distorsion. Mais ça me parle vraiment beaucoup là, ce que
tu dis. Et du coup, j'ai quand même rebondir sur un autre élément qui me semble hyper important, c'est cette notion que le marketing a aussi besoin d'être volontariste dans le fait de prendre sa place. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez nouveau dans les directions marketing. Parce que, enfin, il y a évidemment toutes ces raisons un peu historiques, hein, où beaucoup de boîtes B2B sont drivées par les sales. Je pense qu'on en connaît tous, hein. Donc ça, c'est déjà du coup, ils sont même pas en conscience de ce que peut apporter le marketing. Donc même si on a quelqu'un qui a envie de prendre la place, il doit se prendre des tels murs dans la figure que ça doit être, c'est pas évident. Mais il y a moi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire, voilà, comment prendre sa place tout en étant dans une relation équilibrée et non pas dans une relation de confrontation. Je sais pas si toi, comment toi tu les as vécus, ces faits de prendre de la place, et si tu as des petits tips et astuces par rapport à ça. Déjà, j'aime bien ce que met Philippe Lambert dans le chat, dire que le marketing, c'est une force de proposition. Euh, je pense qu'en effet, quoi, c'est d'être là, de proposer, et de partir aussi du principe que les organisations seront toujours product driven ou sales driven ou marketing driven, et que c'est vrai que dans le B2B, en général, les organisations sont très souvent sales driven. Et donc, à partir de ce principe-là, quand on parle de là, en fait, je pense qu'il faut comprendre que vous avez un CRO qui est sales, vous avez un VP sales qui est obviously sales, mais qui prennent beaucoup de pouvoir dans l'organisation. Je pense que ensuite, le rôle du marketing, c'est de se poser la question de comment est-ce que je peux faire pour les aider au mieux dans leur mission, quoi. C'est de sortir un peu de cette vision de se dire mon marketing, mon silo, on va réussir, on va y aller, à se dire, en fait, on est une grande équipe et comment est-ce que je fais pour les aider à générer du résultat. Quand on est arrivé, quand on a commencé le marketing, donc nous, il y avait une équipe marketing avant qui avait un peu du mal, je pense, à générer les leads sur l'aspect B2B. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe marketing avait principalement généré on était quand même, on était loin, quoi. Ouais. Après, voilà, en fait, il s'agit juste de faire comprendre à l'équipe commerciale qu'en fait, on va être là pour les aider. Nous, on a un peu le constat qu'on a fait immédiatement, c'est qu'en fait, on avait besoin d'une équipe de prospection, qu'on n'allait pas aller chercher des grands comptes en faisant uniquement des livres blancs qu'on allait publier sur LinkedIn. Et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et en fait, l'équipe commerciale, ils ont déjà tellement de choses à faire que en fait, ils étaient assez contents de se dire au moins la prospection, c'est quelque chose que j'ai pas besoin de faire. Et c'est un truc que j'ai vu dans pas mal d'organisations, en fait, et de plus en plus, où on a tendance de plus en plus à avoir un VP Sales qui est un très bon closer et qui, en fait, lui, n'a pas très envie de décrocher son téléphone, de se prendre des murs et d'appeler le secrétariat, quoi. Et en fait, je trouve qu'au final, c'est aussi ça, c'est une question, je pense, de culture du VP Sales et culture du leadership, même plus en général. Donc, ça, évidemment, le leadership va jusqu'au CEO. Une culture qui comprend en fait que le marketing et les sales ont des rôles un peu différents et qui va être aussi capable de donner à chacun d'entre eux la place qu'il demande et qui est nécessaire pour le bon de l'entreprise, quoi. Ça me parlait beaucoup, le VP Sales qui va de plus en plus dans le mode closing et qui a plus envie de, entre guillemets, de décrocher le téléphone, sans y mettre rien de péjoratif là-dedans, hein. Il y a aussi, j'ai expérimenté aussi ces situations-là un peu comme toi, où il faut aussi se dire, c'est que dans B2B, quand on va adresser du grand compte, les commerciaux coûtent très cher. Donc, et les commerciaux, ils ont des projets énormes, sur lesquels ils ont aussi, il faut les closer ces dossiers. Et ça prend toute l'énergie le closing. Donc, si on demande à quelqu'un qui est en train de closer un grand compte qui est en train de closer un deal avec Total, de se dire aussi, tiens, tu as une liste de 50 leads là qu'on t'envoie, il faut les appeler, mais il faut les appeler dans la demi-journée, hein, parce que sinon après il se froid. Je veux dire, le gars,
il a un projet à 2 millions, 3 millions là qui sous la main. Il a autre chose à faire. Hein. Il a vraiment autre chose à faire. Et je trouve qu'il y a cette réalité-là que là, je partage mon vécu à moi. Hein, c'est que dans mes débuts de marketeur, ben, je l'oubliais un peu. Je l'oubliais un peu et j'étais là en disant bah tiens voilà nous on vous a balancé la 400 leads là ce mois-ci qu'est-ce que vous en avez fait? Ah rien. Ah, c'est pas normal, machin. Et effectivement, en tant que directeur marketing, j'étais légitime à demander des comptes, puisque j'investissais l'argent de l'entreprise, des belles sommes, pour derrière générer du lead. Il se trouvait que, en fait, le problème, il était plus organisationnel que c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est sûr que ça ça fait écho chez moi aussi. Hein. Donc, on a eu un problème assez similaire en fait quand on a voulu lancer l'outbound, c'est-à-dire que dans cette mesure où nous, on avait envie de montrer un succès quand même relativement rapide sur ce nouveau canal, sur cette nouvelle équipe, en fait, on a voulu se positionner sur un marché qui allait être plus simple à pénétrer et à closer. Et notamment, ce qui vient en tête, c'est le mid-market. Donc, on avait nos AE qui allaient closer et prospecter au sein des grands comptes enterprise. Et nous, on s'est positionné sur le mid-market. Et d'un certain côté, ça convenait très bien à tout le monde parce que les AE se disaient, bon, comme ça, ils vont pas venir me faire chier sur mes comptes enterprise. Et puis, ils vont me ramener quelques deals dans le mid-market. Et en fait, c'est passé exactement la même chose que chez toi, c'est-à-dire qu'au bout de 3 à 6 mois, on envoyait plein de deals mid-market, donc des jolies opportunités dans des super beaux comptes. Mais sauf que le sales qui discute avec BNP Paribas pour son deal énorme, il n'a pas le temps de te prendre 3 rendez-vous par semaine pour aller discuter avec des boîtes de 1000 ou 1500 collaborateurs. Lui, et en plus, il se dit, oh, mais non, mais votre truc là, ça va pas forcément m'aider. Donc, en fait, je pense que il y a cet alignement aussi à trouver, même quand on va un peu plus loin dans les opportunités. Donc, c'est vrai que après, il y a les commerciaux. Je pense qu'en fait, au marketing, et nous, c'est ce qu'on a fait aussi, on a eu tendance toujours à pointer un peu du doigt en disant, bah, Henri, pourquoi est-ce que tu vas pas au rendez-vous? Ça t'intéresse pas? Franchement, enfin là, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Et en fait, c'est vrai que quand Henri te répond, non, mais Pierre, je suis désolé là, mais j'ai vraiment pas le temps. Et quand tu discutes, parce que moi, je me souviens avoir été faire un déjeuner avec ce commercial-là et où on avait partagé un bon moment autour d'un bon burger et où il m'a expliqué en fait. Et il m'explique ça et puis moi, je suis capable d'entendre parce qu'on est dans la bonne dynamique. Et en fait, je me dis, ah bah, logique, en fait, t'as pas le temps parce que t'as vraiment autre chose à faire, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est aussi le truc qu'on a souvent tendance à faire quand on est au marketing et les sales, c'est qu'on se met souvent en fait dans une sorte d'opposition et où en fait limite on a écrit un peu notre stratégie au moment du business planning en fin d'année et en fait on arrive en janvier, on a pu itérer et se dire ah mais en fait on va tous se mettre sur les mêmes comptes, on va tous faire de l'enterprise et comme ça va vous aider, ça va vous permettre vous de développer votre portefeuille, quoi. Ouais, ça m'intéresserait que tu nous détailles un peu ce que vous avez construit en termes d'équipe, comment c'est un peu c'est organisé tout ça, et voir un peu, ben, en gros, le process, c'est quoi chez vous? Ouais, bien sûr. Alors, pour nous, déjà, je reviens un peu au début de la stratégie. Donc, moi, je suis arrivé en juin 2019. En juin 2019, on réalise que, voilà, tout ce qu'on disait auparavant, en fait, le marketing contribue pas grand-chose aujourd'hui à l'activité enterprise, à l'activité commerciale. On a quelques leads entrants qui rentrent comme ça un peu par magie de on sait pas trop comment. Et voilà. Et donc, en fait, on décide donc, du coup, pour avoir des résultats relativement rapidement, pour moi, c'est quand même important d'avoir des résultats dans le premier quarter, dans le premier semestre. Donc, on se dit, bon, bah, l'inbound, ça va être compliqué, enfin, ça va prendre vraiment du temps. Donc, on se dit, bon, on commence par l'outbound et on commence par avoir une équipe marketing vraiment très, très proche des commerciaux de manière à vraiment leur ouvrir des opportunités. Donc donc nous on les a appelés des BDR on avait déjà des SDR en interne sur le côté B2C. On avait envie de les positionner un peu différemment, donc on les a appelés des BDR. Ces BDR là, ils ont une liste de comptes. Ils travaillent en paire avec chacun des commerciaux terrain. Donc Jean travaille avec Robin.
Et c'est le pair, c'est l'AE, qui va venir driver plus ou moins la liste de compte du BDR. Le BDR, lui, il réalise ses actions de prospection. Ils ont des points tous les 15 jours. Et ensuite, le BDR, lui, va venir créer un rendez-vous, créer une opportunité à destination du commercial. Après, le process est hyper classique. Ça, c'est la brique qu'on a voulu mettre en place en 2019. En 2019-2020, c'est vraiment ce qui a été fait. C'était l'outbound, faire en sorte que les BDR soient équipés avec les bons outils. Pourquoi je mentionne les timelines ici? Parce que monter un canal d'outbound, ça peut paraître simple. Et pour le coup, nous, je pense qu'on a eu beaucoup de chance dans le sens où on a quand même une très belle marque. Donc, on a pu générer des résultats assez rapidement. Mais en réalité, ça nous a pris un an et demi de pouvoir vraiment générer des résultats sur l'outbound. Un peu le projet d'embaucher un head of BDR pour permettre d'avoir en fait maintenant ce canal d'outbound qui fonctionne et puis nous de pouvoir lancer d'autres projets. Ce canal d'outbound maintenant fonctionne, on a notre head of BDR et nous on a une équipe marketing constituée de une personne qui est en charge vraiment du content, donc qui elle est vraiment en charge de l'écriture, de l'opérationnel. Moi qui suis un peu plus en charge de la stratégie, notamment par segment. Et ensuite, on a un B2B marketing director qui lui gère l'outbound et l'aspect que nous on gère. Et donc là, nous, notre rôle maintenant, c'est plutôt de démarrer le canal d'inbound. Le canal d'inbound, chez nous, ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'en fait, on crée des touch points, on va dire, pour notre audience et on essaye de grossir cette audience. Donc voilà un peu, j'ai répondu un peu en fouillis, mais voilà, ça te donne une idée de comment est-ce qu'on est organisé, des différentes choses qui ont été mises en place. Ton fouillis est super clair. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, je pense. Moi, il y a deux trucs que j'ai notés qui étaient intéressants. Si tu disais, qui rejoint une conviction que j'ai aussi, hein, c'est que tu disais l'inbound, ça va prendre du temps. Ça peut être intéressant que tu partages ton expérience sur le temps de mise en œuvre d'une stratégie inbound, surtout quand on part from scratch. Ouais. Alors moi, quand j'étais consultant indépendant, donc je faisais du marketing pour beaucoup de boîtes SaaS. Donc uniquement, j'ai toujours fait que du B2B SaaS. Et principalement, en fait, ils vendaient à des SMB. Et donc, quand tu fais du SMB, bon, tu oublies ton outbound. Et puis en général, c'est plutôt de l'acquisition payante, de l'inbound, du contenu, des trucs un peu plus automatisés, et des canaux qu'on a un peu plus l'habitude de voir dans l'arsenal du marketeur. Et en fait, j'avais souvent des prospects qui venaient me voir en me disant, mais Pierre, enfin, nous, on a besoin de leads, on a besoin d'avancer. Comment tu peux nous aider à grossir? Et j'aidais généralement les boîtes à passer de, on va dire en gros 1 million d'ARR à passer un peu à la next step, donc 2, puis 5, puis 10, et ainsi de suite. Et en fait, quand les gens avaient zéro base, ce que j'avais tendance à leur dire, c'est que l'inbound, ça allait prendre entre 12 et 24 mois pour arriver au résultat, quoi. Et pourquoi en fait c'est si long? Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est hyper importante, courbe d'apprentissage des segments, courbe d'apprentissage des personas, courbe d'apprentissage des outils. Vous avez 2000 personnes dans votre audience, vous allez avoir un taux de conversion qui va être infime vers une demande de contact. Et c'est normal en fait, puisque l'inbound, le but c'est de se dire, on va venir éduquer notre marché global. Et au fur et à mesure qu'on éduque ce marché, que eux vivent leur vie, parce que c'est des humains, ils ont une vie aussi, ils vont convertir. Et donc, on s'attend à avoir des taux de conversion. Enfin, si vous avez un taux de conversion sur chacun de vos touchpoints de 5% vers un lead, c'est déjà énorme, quoi. Donc, en fait, vous avez une audience de 2000 personnes, vous ramenez 100 personnes à un webinar, vous générez 5 leads. Et encore, ce qu'on est en train de dire, c'est que 5%, c'est déjà potentiellement relativement haut, quoi. Donc, en fait, ça reste un travail de très, très longue haleine. Et c'est le fait de se dire, mon audience, aujourd'hui, c'est 200, demain, ce sera 300, puis 400, puis 1000, puis 2000, puis 10 000.
puis 20 000 ou whatever constitue le total, on va dire, des interlocuteurs qui sont pertinents pour vous. Mais il y a un moment où vous allez, je vais pas dire un peu tous les avoir, mais vous aurez une base relativement exhaustive. Et c'est là où en fait le travail de relation va venir commencer. Et en fait tout ça, c'est un truc qui prend vraiment du temps, quoi. Et je pense que en fait les gens en face de nous, ils ont vraiment une vie. Et ce qui est important, c'est d'être présent dans leur vie. C'est pas forcément en fait, faut pas voir, à mon avis, l'inbound comme quelque chose de très transactionnel, on va envoyer un email, on va avoir un webinar, ça va convertir, on va avoir un lead. Mais plutôt se dire, ces gens-là qui ont une vie, je le répète parce que c'est important, ils vont recevoir nos emails pendant 6 mois, un an, ils vont participer à 5 ou 6 événements, ils vont nous suivre, ils vont apprendre plein de choses. Et en fait, quand ils ont besoin de quelque chose, ils sauront vers qui se tourner. Mm. Et ça prend vraiment du temps. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Je profite aussi pour faire un petit partage d'expérience là-dessus. Déjà, le temps de monter en maturité pour une stratégie d'inbound, ça prend effectivement les 1 an, 2 ans, oui, ça, y a pas de doute. Si on rajoute à ça le fait qu'en même temps qu'on fait cette stratégie-là, on va aussi monter en maturité sur la qualification après de ces leads, on va monter en maturité. Ce type de stratégie ne permet pas de montrer des résultats rapides tout de suite, mais par contre, c'est un vrai investissement. C'est-à-dire que ce qu'on investit là-dedans, en créant ces audiences, mais ces audiences, elles sont là, elles sont permanentes, elles restent. Et au bout d'un moment, ça crée ce qu'on appelle une machine qui va générer du lead quasiment autoporté. Et tout l'enjeu, c'est que on démarre avec une équipe de quelques personnes, et en fait, avec les mêmes quelques personnes, au début, on arrivait à produire 2, 3 contenus dans le mois, on va se retrouver à en produire 20 avec les mêmes personnes, mais parce qu'on a créé la machine avec un socle qui est costaud. On apprend comment réutiliser les contenus de différentes manières, etc. Donc il y a toute une mécanique qui se met en place, et c'est un vrai investissement qui est rentable dans le temps, mais il faut savoir que ça met un certain temps à démarrer. Et c'est vrai que je suis complètement en phase là-dessus. Et après, il y a un autre point qui m'a interpellé dans ce que tu as dit. Euh, et là, c'est là où, sur les stratégies d'inbound, souvent, quand beaucoup de boîtes mettent en place stratégie d'inbound, elles ont souvent tendance à parler de problématiques dans les contenus qu'elles créent qui servent vraiment en début de funnel. C'est tous les contenus qui servent à prendre conscience à nos clients cibles qu'ils ont un problème. Voilà, donc je crée un contenu sur ci, sur ça, sur machin. Mais évidemment, le temps qu'ils prennent conscience qu'ils ont un problème, que derrière ils sont convaincus qu'il faille le traiter, que derrière ils aient convaincu en interne qu'il faille le traiter et qu'il faille investir dessus. Tout ça, ça peut mettre parfois 6 mois, un an. Donc, ce qui est aussi important quand on fait de l'inbound, c'est peut-être de commencer de par l'inbound qui se concentre sur le bas de funnel. C'est-à-dire, voilà, je dois faire des contenus pour ceux qui sont en train de lancer un appel d'offres. Donc, ça peut être des benchmarks, ça peut être des outils de construction d'appel d'offres, justement, les 10 questions à se poser pour choisir son outil de je sais pas quoi. Donc ça peut faire gagner un petit peu de temps l'inbound, mais il n'y a pas de stratégie magique puisque la maturité, elle peut prendre un certain temps. Je sais que moi, j'accompagne beaucoup, notamment pour aider les équipes à se structurer donc d'un point de vue organisationnel, et derrière de l'autre côté à construire le fond dans le bon ordre. C'est là où l'acquisition stratégie design qu'on met beaucoup en avant, hein, je sais qu'on en parle beaucoup chez 1 minute 30 et c'est pas pour rien, parce que ça sert effectivement à se poser les questions de qu'est-ce qui est en début du cycle de vie du client, qu'est-ce qui est en fin de cycle de vie du client. C'est hyper important dans cet ordre-là. Mais c'était le petit aparté, et je voudrais quand même revenir sur le fait que c'est mis 1 an et demi à être mis en place quand même cette stratégie d'outbound. Mais en même temps, tu me dis au bout d'1 an et demi, c'est déjà 10 millions de pipelines générés. Donc, ça a mis 1 an et demi, mais ça a dû démarrer quand même fort, hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce que je commençais à toucher. Je pense que nous, on a quand même de la chance d'avoir une marque qui est quand même très établie. On a un CEO qui évangélise beaucoup, qui est très présent dans l'écosystème. Donc, je pense qu'en fait, je vais pas dire que les RH nous connaissaient, mais je pense qu'ils avaient quand même une vague idée de qui on était. Donc, en fait, c'est vrai que même dès les premières semaines,
moi, j'ai été assez surpris parce que j'ai déjà fait ça dans le passé à une plus petite échelle. Mm. Mais en fait, je me souviens quand même que les premières semaines, les premiers mois sont quand même très galères. Et Mm. j'avais fait une reco à mon boss concernant les objectifs des BDR et de dire, bon, pour le ramp-up des premiers mois, franchement, allons-y un peu light en termes d'objectifs parce que sinon, ça va être compliqué en termes de motive. Et en Mm. fait, en réalité, le BDR qu'on a embauché, bon, je pense qu'il était aussi, enfin, il est super bon, hein, mais on a eu de la chance, on va dire, de tomber sur lui et que immédiatement, dès les premières, enfin, je crois qu'il a déjà booké 4 ou 5 meetings dans sa première semaine, quoi, tu vois. Donc là, on était là en Oui. mode genre, ah ouais, enfin, et il a pas toujours fait que des semaines à 4 ou 5 meetings, mais c'est vrai que, en fait, on a senti qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait et que je pense que la marque, en fait, au final, Mm. nous a quand même beaucoup aidé dans le fait que, en fait, il y avait quand même déjà un certain existant. Et puis, on est quand même sur un marché très porteur. Donc, je pense que tu vois, on est aussi sur un marché où les RH qu'on a en face de nous, ils ont envie de discuter, ils ont envie de voir les nouvelles solutions. Ils restent, mais ils sont quand même assez ouverts sur le marché. Ils ont quand même 2 ou 3 très gros acteurs sur le marché de la formation. Donc, quand ils entendent parler d'un nouvel acteur un peu innovant qui fait partie du Next 40 et ainsi de suite, ça les intéresse et ils se disent, ah bah tiens, je devrais peut-être parler. À ses prospects. Enfin, il a besoin d'évangéliser, il peut pas y aller tout seul. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez mis en place à côté du. Je suppose que la personne ne fait pas que appeler, elle a quoi dans ses mains, cette personne qui appelle? Alors, c'est vrai que nous, on a toujours eu une approche relativement droite et directe d'un point de vue prospection. Ils ont assez peu enfin, ils ont aujourd'hui, maintenant, avec le recul, ils ont quand même pas mal de contenu qu'ils peuvent envoyer, qu'ils peuvent partager. Au début, ils avaient quand même pas grand-chose, quoi. Donc, Mm. pardonnez-moi l'expression, mais j'avais un peu tendance à dire que c'était un peu, ils y allaient avec ma bite et mon couteau, et puis ils allaient chercher le lead, quoi. Mm. Donc c'est vrai que ils étaient un peu voués à eux-mêmes. Par contre, ils avaient des listes de comptes très claires. Donc Mm. ils avaient pas besoin de chercher des entreprises, passaient pas du temps, ils perdaient pas du temps sur LinkedIn à essayer de comprendre quelle entreprise allait être Mm. intéressée. Ils avaient un CRM qui leur permettait ils avaient un support, on va dire, en termes d'outils. Le CRM était quand même relativement optimisé pour eux. Et puis surtout, ils ont un logiciel de séquençage, donc qui leur permet d'envoyer des emails, de faire des appels à une certaine cadence, en sachant que comme c'est des BDR Enterprise, on leur demande pas de faire 150 calls par semaine, Mm. mais ils ont cette capacité-là, quoi. Ouais. C'est Euh, quoi l'outil de séquençage qu'ils utilisent? C'est Outreach, donc concurrent de Salesloft. Mm. Et pour nous, voilà, moi j'avais déjà utilisé Outreach dans mes vies précédentes, notamment quand j'étais aux US. Et pour moi, c'était un peu le choix obvious parce que je connais relativement bien l'outil, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux, je trouve que c'est super intéressant parce que j'ai moi-même été confronté à cette problématique-là de séquençage. Et c'est vrai que dès qu'on fait de l'outbound, il y a un vrai sujet de comment je fais entre mes appels, mes emails et gérer le truc. Et si on n'utilise que Salesforce dans un truc comme ça, on devient vite dingue ou sinon c'est un Ouais, tableau Excel à côté. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu les principes d'Outreach, les principes de base de l'outil? ouais. Donc nous, on l'a mis en place à une époque où donc moi j'avais une équipe commerciale au début côté B2C qui elle faisait enfin énormément d'appels. Et j'ai un jour, nous, en tant qu'équipe marketing B2B, pour nous, c'était important que le Salesforce fonctionne. Donc, on a embauché un consultant Salesforce pour nous aider à bien structurer le truc. Et en fait, ce consultant Salesforce, on a un peu ouvert aux autres en disant, bah voilà, si vous avez des demandes, euh, écrivez des specs et puis le consultant Salesforce ira intégrer les trucs dans le système. Et il y a un ticket un jour qui vient de l'équipe. Bon, ça tombe bien parce que moi, je voulais mettre en place Outreach pour une personne de mon côté. Eux, ils avaient 10 personnes. Bon, je les ai laissés mettre en place Outreach. Ça, moi, je pouvais le faire ensuite. C'était beaucoup plus simple. J'avais même pas besoin de faire signer le contrat par légal parce que c'était déjà fait. Donc, c'était super. Outreach, en fait, c'est un logiciel qui permet, donc, à chaque fois qu'on a un lead entrant, de traiter ce lead-là via une séquence. C'est en général des séquences qui peuvent être manuelles et ou automatisées. C'est-à-dire que par exemple, le jour 1, je peux envoyer un email automatique en disant
bonjour, prénom, j'ai vu que vous aviez fait une demande de contact sur notre site, 3 questions, êtes-vous disponible pour échanger? Et en fait, chaque étape de la séquence va donner lieu à une tâche. Donc comme ça, en fait, le BDR, lui, il construit une séquence d'outreach, donc une séquence qui va durer, j'en sais rien, 15-20 jours, ce qui lui fait plaisir. Et en fait, après, lui, il oublie son truc de séquence, et tous les jours, il se connecte dans son outreach, il fait des tâches. Sa vie devient beaucoup plus simple, et il n'a pas besoin de se poser la question de tiens, mais c'est quoi le dernier truc que j'ai envoyé à cette personne-là? C'est vraiment très simple pour lui de faire son activité au jour le jour. Sur cette question des séquences, je pense que c'était un peu aussi à ça que tu faisais référence. Nous, on a pris le parti de laisser les BDR faire leurs propres séquences et ne pas vraiment y toucher d'un point de vue marketing. Donc, quand ils faisaient une séquence, moi, j'avais toujours un truc à dire que je disais juste comme ça. Après, si le BDR, lui, il n'a pas envie de m'écouter, je considère que c'est OK et que c'est son métier et que c'est lui qui a l'expertise. Donc, pour nous, on leur a vraiment donné l'autonomie, on va dire, par rapport à ça. Et ils sont pas du tout driven par rapport à leur KPI d'engagement. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un truc pour lequel j'œuvre beaucoup dans l'équipe. Je m'en fous qu'ils fassent 10, 50 ou 100 calls par semaine. Moi, ce que je veux, c'est 15 rendez-vous par mois, pardon, et c'est tout, quoi. Et j'ai pas envie d'aller les voir à la fin de chaque journée en disant, j'ai vu que tu avais fait 9 calls, c'est 5 de moins qu'hier, pourquoi? Je considère que voilà, il faut quand même créer une certaine autonomie et leur donner une certaine confiance. Ouais, c'est super génial hein, cette présentation. Je suis très interpellé par ce côté autonomie laissé parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de travaux de rendez-vous. Est-ce qu'il y a il y a des indicateurs, enfin est-ce qu'il y a des objectifs de pipeline aussi ou de taux de transformation de rendez-vous? Alors, ils ont un objectif au nombre de rendez-vous. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a déjà discuté. À chaque fois qu'ils créent un rendez-vous dans un premier compte, ils vont ouvrir une opportunité. Donc, ils peuvent, on prend Fnac par exemple. Ils obtiennent un rendez-vous chez Fnac, ils obtiennent donc ils vont créer une opportunité. Ils ont gagné un rendez-vous. Donc, ça, c'est top. Si le rendez-vous est bien qualifié et qu'ils sont contents, le sales va passer ce qu'on appelle l'opportunité en stage 2. Et pour nous, c'est un peu l'acceptation du rendez-vous. Ça veut dire, bon, l'opportunité maintenant, elle est chez vous. Le BDR, lui aussi, est compensé sur le nombre de stage 2 qu'il va être capable de générer. Donc, c'est un peu le nombre d'opportunités qui va être accepté par les sales. Ok. Donc en gros, donc, le nombre de rendez-vous et le pipeline, c'était un indicateur aussi ou pas? Le volume? Alors pour nous, le problème avec le pipeline, et donc ça, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton avis ou votre avis à tous. Pour nous, le problème du pipe, en fait, en termes de chiffres, c'est qu'en fait, on a du mal à découvrir le montant d'un projet dès le premier jour. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir Fnac au téléphone. Fnac, ils vont nous dire, oh, on a 15 personnes à former. Hmm. Ok, super. 15 personnes à former, je dis une connerie, 15 000 euros. Ok, super. Donc nous, on met 15 000 euros. On passe l'opportunité au rep. Et là, le rep, il dit, ouais, ok, ouais, ils ont 15 personnes à former là, mais regarde, il y a 150 personnes à former là. J'ai fait un autre rendez-vous avec le CEO. Là, il y a plus de 1000 personnes. Là, ils sont en train de faire tel type de projet. Regarde le. Et en fait, on se retrouve avec une opportunité qui démarre à 15 000 et qui finit à 500 000. Ouais, ça, c'est vrai que moi j'étais dans le monde du logiciel, donc c'est vrai que en connaissant la taille à peu près de l'entreprise en Ouais. question, quand on comprend la problématique, on arrivait à sizer. Et donc nous, les indicateurs qu'on mettait, il y avait un indicateur. Le premier, c'était le montant de pipe généré. C'est le premier Ouais. indicateur, Mhm. compté à 80%. Il y avait un deuxième qui était le nombre d'opportunités. Il fallait qu'il y en ait un minimum, que tout ne tienne pas sur une seule. C'était plutôt une manière de s'assurer qu'il n'y ait pas eu un coup de bol. Par contre, les objectifs de pipe, nous, enfin, ils sont pas au niveau des BDR, mais par contre, nous, on les a au niveau marketing. Donc, Ouais, les objectifs des BDR vont venir roll-up sur l'intégralité de l'équipe marketing, et c'est là où nous, on a les objectifs de pipe. Donc, ouais, nous, en fait, quand on va forecaster le pipe, on regarde l'objectif, enfin, on forecast ce que vont faire chacun des BDR, et on regarde ce que ça va faire d'un point de vue inbound,
Et on fait un peu ce qu'on appelle notre tambouille, de trouver un peu le meilleur objectif pour qu'on y arrive, quoi. Ouais, super. Je propose qu'on prenne un peu de temps pour regarder les questions. Je gardais un œil un peu dessus il y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas hein, si vous en avez. Alors, la question de Lionel Bouville, pourquoi y a-t-il ce problème, voire rivalité entre marketing et commercial? Alors là, cette question, elle est existentielle. On avait fait un webinaire complet sur le sujet. Je me rappelle, c'était l'autre fois où j'avais remplacé Gabriel. C'est la deuxième fois que je le remplace et c'était l'autre fois. Et j'avais animé un webinaire sur ces sujets-là et je pense qu'on pourra parler encore pendant des années. On y a en partie répondu, je pense, avec la question de temporalité. Il y a ces questions d'historique hein, dans ce qu'on a dit aussi, où souvent les boîtes sont driven, soit marketing, soit sales, soit product même, et derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a des changements culturels à opérer. Et on a répondu par une troisième réponse tout ensemble, qui était aussi, c'est que parfois l'organisation nous aide pas, et il y a parfois des trous dans la raquette parce que les objectifs ne sont pas exactement orientés dans le même sens. Donc, pour moi, c'est les trois causes principales. Tu vois une autre cause par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a souvent un souci un peu d'empathie, et ça, je pense que ça va souvent un peu dans les deux cas, Ouais. pour ne pas se mettre forcément la faute vraiment que sur nous, mais je pense que voilà, on a souvent tendance à pas forcément écouter le commercial, la direction commerciale. Je me souviens avoir vu beaucoup d'entreprises, notamment aux US, hein, et bon, enfin, je me souviens notamment d'une grosse boîte, bon, qui s'appelle InVision, et chez qui en fait il y avait le marketing avait des objectifs de MQL, et en fait ils tweakaient leur scoring, leur lead scoring pour arriver à l'objectif de MQL. Ce qui fait qu'en fait, un mois où les chiffres de lead étaient assez mauvais, ils tweakaient le scoring d'une telle manière qu'en fait, ils envoyaient vraiment beaucoup de déchets à l'équipe commerciale. J'adore. J'adore. Et nous, c'est aussi l'une des manières de pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir les reps, les BDR chez nous. Parce que quand le BDR, il me dit non, mais Pierre, là, tes leads, j'ai pas envie de les traiter, c'est vraiment de la merde, je perds mon temps. Je suis capable de l'entendre et de dire, ah ben, en fait, regarde, c'est mes ressources marketing content et les sales veulent des demo requests. Mm. Le marketing, lui, il ne sait pas vraiment comment faire d'une manière process-driven pour aller générer plus de demo requests. Donc, il fait des leads de contenu. Et au fur et à mesure, en fait, le marketing perd les sales et il perd la confiance du commercial. Mm. Ouais, ouais. C'est là où je reprends ce qu'écrit Philippe Lambert. Hein. C'est pour ça qu'il nous faut une méthode acquisition stratégie design. J'adore. J'adore. Mais en dehors de l'autopromo, hein, limite, moi je m'en fous de l'autopromo. Gabriel dira peut-être l'inverse, j'en sais rien. Mais c'est pas tellement ça. C'est que c'est vrai que c'est hyper important que on considère l'acquisition client comme un processus et de se dire que voilà, il y a différentes personnes qui interviennent à différents endroits du processus. On est d'accord du rôle de chacun dans ce processus et que derrière ça, on perd pas de vue l'objectif processus de dire tiens, j'ouvre le robinet à lead en changeant les limites de scoring. C'est on est juste dans de l'escroquerie intellectuelle, quoi. Et ça montre à quel point le fait que être drivé par des objectifs qui sont pas partagés, en se disant moi mon objectif c'est de fournir du lead, ben voilà je l'ai fait. Et de l'autre côté, mais que c'est pas l'objectif on n'est pas dans l'objectif de finalité. Il y a un vrai sujet autour de ça. Et là, on parle de plusieurs choses, c'est et l'alignement culturel, et l'alignement organisationnel, et le fait aussi que chacun qu'il y ait des stratégies métiers qui fonctionnent, quoi. Et c'est ces trois trucs-là qu'il faut aligner derrière ça. Après, il y a pour finir peut-être un peu sur ce sujet-là, je pense que nous, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on a voulu avoir les BDR / SDR chez nous. C'est parce qu'en fait, c'est l'équipe centrale qui nous permet en fait d'aller plus loin que le lead. Si ces BDR, SDR étaient chez les commerciaux, tout ce qu'on peut faire, c'est leur fournir un nombre de leads. Ouais. Et à ce moment-là, nous, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de faire des leads plus orientés content, des leads qu'on va trouver de manière assez cheap sur LinkedIn et de faire du retargeting pour proposer des demo requests. Ouais. On n'aurait pas eu envie en fait d'aller beaucoup plus loin dans le fait de générer des marques d'intérêt, dans le fait de faire beaucoup plus de awareness, parce que c'est pas, enfin, donc il y a aussi de ça un peu. Je pense que l'organisation qu'on a créée, bon, je me jette un peu des,
de faire des objectifs de pipe, quoi. Parce que eux, ils génèrent juste des emails dans un CRM, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on rentre dans des considérations et dans une bagarre, on va dire, avec les commerciaux, de dire, ah, mais tiens, regarde, je viens de te créer un lead, tu veux pas le traiter, mais moi, j'ai besoin des objectifs de pipe. En fait, la balance de pouvoir est pas super, quoi. Ouais. Tu me rappelles une histoire aussi que j'ai vécue, où j'étais en position de. On avait fait le constat, hein, quand on parlait tout à l'heure, on a besoin d'une équipe BDR. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, ben, moi, je souhaite que cette équipe BDR soit indépendante, ni au commerce, ni au marketing. Comme ça fait une force de tampon. Il s'est retrouvé qu'on m'a dit, non, Christophe, tu vas la prendre, cette équipe. Et moi, j'en voulais pas. Hein. Moi, je suis le marketing, quoi. On va pas me mettre des commerciaux, c'est ça, le voyons. Et au final, je regrette pas du tout d'avoir récupéré cette équipe. Ça m'a vraiment fait changer de mindset complet sur ce qu'est le rôle du marketing. Et j'allais dire encore plus loin sur ce qu'est le rôle du marketing produit aussi, puisque j'avais toujours encore une casquette dans ce sujet-là. Et je dirais même, c'est ça qui m'a fait voir à quel point l'acquisition, c'est un processus. C'est-à-dire que quand on a créé avec Gabriel l'acquisition stratégie design en posant les premières briques autour de cette notion de processus, c'est cette expérience-là, moi, qui m'a permis de me dire, ouh là là, attention, l'acquisition d'un client, c'est pas simplement se dire, il y a une étape 1, c'est le marketing, l'étape 2, c'est la vente. Il y a un process qui est centré sur qui? Sur le client, uniquement le client, comprendre qu'est-ce qu'il cherche à faire. Et il va d'abord essayer de chercher à se rendre compte qu'il a un problème. Après, il va chercher à trouver une solution à son problème, déjà intellectuellement parlant. Après, il va chercher à convaincre en interne. Après, il va chercher à voir qui peut l'aider à résoudre le problème, etc. Toutes ces étapes-là, et ben derrière, à chaque fois, nous, en tant qu'entreprise, et je parle bien en tant qu'entreprise, on doit répondre à chacune de ces étapes pour le faire passer à l'étape d'après le plus vite possible. Et une fois qu'on a compris que le processus d'acquisition, c'est en fait simplement un processus qui est calqué sur le processus que le client vit, et ben derrière, après, on n'a plus qu'à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et parfois, on va se dire, ben tiens, c'est quand même intéressant que le commercial soit très en amont sur des demandes de démo au tout début, parce que derrière, il crée le contact. Après, derrière, il le reverra plus pendant un instant. C'est pas grave, on prend le relais avec une équipe marketing, et après, derrière, il y aura peut-être nouveau du BDR pour requalifier quand le projet sera là. Et après, derrière, le commercial rentre à nouveau en jeu. Mais après, le marketing, il aura quand même besoin de produire des contenus de réassurance pour la fin du cycle. Et c'est pas grave. Et tout ça, là-dessus, tout n'est pas mesurable, parce que souvent on va se dire, le marketing, on le mesure au lead qu'il génère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que grâce à certains contenus que le marketing a produits, certaines opportunités se transforment en clients. C'est plus dur de mesurer cet impact-là, mais ça n'empêche pas qu'il faut le faire. Ils ont beaucoup de choses, et moi, j'ai accès à Tableau, donc je suis capable d'aller regarder pas mal de data points. Maintenant, on n'est pas en train de se poser toujours la question de savoir est-ce que c'est de l'inbound, est-ce que c'est de l'outbound. En fait, on s'en fout un peu, quoi. Notre objectif, nous, c'est un objectif de pipe, c'est un objectif de bookings, c'est l'objectif que l'entreprise réussisse. Et en fait, on se pose pas vraiment cette question de se dire, ah, tiens, est-ce que c'est les sales, est-ce que c'est le marketing? Et je pense que ça crée quand même une relation qui est un tout petit peu plus saine. Parce qu'en fait, sinon, on se retrouve un peu à se tirer dessus, à se dire, on va peut-être pas aller à cet événement-là parce que ça va plus servir les commerciaux, on va peut-être pas faire ça parce que c'est mieux, ça va nous servir nous. En fait, c'est un peu de la merde comme relation, quoi. Il faut se dire les choses, quoi. Il vaut mieux essayer de se dire que c'est une équipe, un business, et qu'on est tous là pour faire réussir le projet, plutôt que d'essayer de faire réussir son propre fief, quoi. Ouais, il y a rien de pire que d'essayer de ménager la chèvre et le chou par rapport aux intérêts d'une équipe, quoi. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le client, quoi. Ou le prospect, parce qu'il est encore prospect à ce moment-là. On est bien d'accord. Je propose encore quelques petites questions. Quels sont les enjeux pour une entreprise télécom? C'est pas facile de répondre à la question comme ça. Si vous appelez Orange, c'est pas les mêmes enjeux que si vous appelez VoIP Télécom. J'ai un peu travaillé dans les secteurs des télécoms. Donc, suivant que vous adressez la petite TPE, le mid-market ou le grand market, les enjeux sont relativement différents. Hein. On peut être dans du B2B dans tous les cas, ou même en B2C, c'est encore un autre sujet. Mais le principal enjeu, c'est d'adapter cette stratégie inbound, outbound, ce mix-là en bonne relation avec les sales, je dirais, à la réalité de vos clients, hein, aussi simple que ça. Et quel peut être le positionnement concurrentiel d'une
entreprises qui appliquent une stratégie d'outbound. C'est à peu près. Je suis pas sûr que là, le fait d'être en outbound ou inbound change un positionnement concurrentiel. Je vois pas en quoi. Non, par contre, peut-être que le fait d'être plutôt sur de l'inbound versus enfin, j'explique le sens de ma réflexion, mais une entreprise qui est beaucoup plus inbound va être beaucoup plus visible, va Mm. pouvoir rajouter beaucoup plus d'arc à son positionnement, même si ça reste un positionnement marketing ou image, on va dire. Mais il y a quand même un positionnement qui va venir se créer avec l'inbound qui est plus difficile à construire avec l'outbound. Dans le sens où l'outbound, on est quand même souvent dans une relation un peu commerciale, on veut obtenir un rendez-vous, mais on n'est pas nécessairement dans bien expliquer le positionnement, bien éduquer le bailleur et ainsi de suite. Donc, il y a peut-être vous serez obligé de lancer les deux, quoi. Ouais. Ouais, c'est une très bonne réflexion de se dire que le côté concurrentiel, c'est plutôt de s'adapter parce que quand les places sont déjà prises par certains, ça peut être compliqué d'aller les chercher et ça donne une notion de priorisation des efforts. Ouais. Ouais, et de comment se démarquer du coup. C'est une super remarque, merci. Et après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Comment mettre le son? Alors là, écoutez, je sais pas aider. Je sais pas faire. C'est un peu tard. Ouais, et en plus, c'est sûrement un peu tard et web off. Bon, bah, je sais pas ce que ça veut dire. J'espère que ça parle pas de nous. On verra. Écoute, très bien. Je vois pas d'autres questions. Ce que il est 59. Ce que je te propose, c'est un petit mot de la fin pour terminer sereinement cette session et dire au revoir à tout le monde. Déjà, je vais profiter de ce mot de la fin pour répondre à la question de Philippe. Donc, est-ce que le marketing outbound n'est-il pas agressif? Je pense qu'en effet, le marketing outbound est un peu plus agressif que un marketing inbound. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de clients aujourd'hui dans votre marché qui sont prêts à acheter et qu'en fait, ce marketing d'outbound permet d'aller les cibler et d'aller permettre de les trouver immédiatement. Ça vous arrive, comme à moi, de répondre à des sollicitations d'outbound et de pas forcément les trouver agressives. Je pense qu'on le fait tous constamment. Je pense qu'en fait, c'est ça, il faut trouver la bonne balance en fait entre être agressif et être é- éduqué, être précepteur et ainsi de suite. Et je pense que c'est ça en fait la vraie balance à trouver quoi. C'est comment j'éduque mon marché, mais comment est-ce que j'acquiers aussi des contacts qui vont être chauds. Après, je pense que l'une des réponses aussi qu'on peut trouver, c'est vous pouvez faire de l'outbound en partant de signaux d'intérêt très forts de la part des entreprises. Par exemple, une entreprise qui vend des produits de recrutement, si vous voyez des offres d'emploi qui sont en train de se créer à tire-larigot sur leur site, c'est un bon signal du fait qu'ils sont en train de recruter et que votre offre en fait va être pertinente et que vous allez être pertinent et qu'en fait vous allez pouvoir les aider. Et au final, je pense que c'est ça l'un des mindsets que moi j'essaie d'appliquer à mon marketing, c'est comment est-ce que je fais pour être euh, à valeur ajoutée par rapport à mes clients, par rapport à mes prospects constamment. Et l'outbound, en fait, permet de faire ça d'une manière qui est certes, on a tendance en fait à voir un peu que la partie immergée de l'iceberg. Et en fait, quand on voit Salesforce, ils ont une équipe marketing, je sais pas les chiffres en tête, mais s'ils ont 5 personnes au marketing, ils ont 20 ou 30 personnes en outbound. Mm. Donc en fait, c'est souvent aussi ça qu'on a tendance à pas voir et qu'on voit beaucoup moins, assez mal en France en fait, je trouve, c'est que la majeure partie des boîtes US qu'on voit comme des success stories inbound sont en général très souvent un mix des deux et vraiment d'avoir quelque chose en outbound qui fonctionne très bien aussi quoi. Donc voilà, mixer ces deux canaux marketing à bon escient serait mon mot de la fin. Ouais, j'adore. Merci beaucoup. Merci. Bien, Pierre, à bientôt, j'espère, dans d'autres aventures. Je te souhaite plein de succès donc Merci. dans ton business. Merci à tous pour assister. Donc, il y a eu encore quelques petites questions, mais c'est l'heure de s'arrêter. Donc, merci à tous et à bientôt. Hein. Donc, la prochaine, ce sera nouveau Gabriel qui devrait l'animer. Donc, voilà, et à bientôt sur une prochaine participation. Bonne journée.